C'est vraiment dommage et la plupart sont des jeunes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs, mais qu'elles ne sont pas identifiées nationalement parlant et donc du coup, elles ne sont pas reconnues. Le chômage, c'est ce qui peut tuer un pays, c'est ce qui tue même la RDC aujourd'hui. Mais pourtant, on voit qu'il y a des possibilités. On peut avancer, on peut créer autre chose. On est jeune, on est créatif, on est inventif. Et aujourd'hui, on va en parler dans Bistova Jeune. Est-ce que vous savez qu'il y a à peu près 2-3 ans, il y a la Banque mondiale qui est arrivée ici avec des millions de dollars. Ils cherchaient des entrepreneurs et ils sont repartis avec tous leurs millions. Pourquoi sont-ils repartis? Pas parce qu'on n'était pas créatif, parce qu'il y avait un problème de formation, il y avait un problème de soutien au niveau administratif, il y avait un problème d'encadrement pour créer tout ce qui est société, il y avait des difficultés à trouver d'autres partenaires. Le problème des grosses banques mondiales ou financiers, des bailleurs de fonds, leur problème à eux, c'est qu'ils viennent avec des millions. Sauf qu'ici, en RDC, il faut peut-être commencer avec plutôt un 10 000 $ ou déjà un 100 $ pour commencer. Il faut commencer à créer quelque chose, ou même un 1 $. Mais ce que je veux dire, c'est que quand les gens arrivent ici, ils veulent voir des startups ou des entrepreneurs qui sont déjà cadrés. Et c'est comme ça qu'ils vont fournir les millions. Nous, aujourd'hui, on va être dans la première étape. Comment on arrive à se cadrer et expliquer quels sont les obstacles pour arriver là. Et après, comment on peut faire pour aller plus loin. On a de la chance d'avoir avec nous des jeunes entrepreneurs qui, eux, ont peut-être levé un peu de fonds. Je ne sais pas. Je vous demande d'applaudir bien fort. On n'est pas nombreux aujourd'hui, mais Ursula qui est ici avec nous. Ursula, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors oui, je m'appelle Ursula Ndombele, je suis franco-congolaise comme j'aime le dire. Donc si tu aimes le dire alors. J'aime le dire parce que c'est pas légal apparemment pour l'instant. Mais en tout cas voilà, je suis née, j'ai grandi en France et je suis arrivée pour la première fois en RDC en 2010. D'accord. À l'âge de 18 ans. Pour un stage. Comme ça on peut calculer un peu. Exactement, on peut savoir à quel âge j'ai. Elle a moins de 30, ça l'est encore jeune. Et donc du coup, j'arrive en RDC donc en découverte en faisant ce stage pour voir la RDC de mes propres yeux. Et donc je me fais la promesse qu'à la fin de mes études, je reviendrai au Congo. Et à la fin de mes études, j'arrive à rentrer au Congo pour une expérience dans un groupe français. Et en observant énormément de choses, je me rends compte qu'il y a une problématique sur les transports. D'accord. C'est-à-dire que moi-même, en fait, je n'arrivais pas en fait à prendre le taxi parce qu'on me disait que c'était hyper dangereux. Mais même si je voulais braver cet interdit, j'arrivais pas à distinguer le taxi fiable du taxi non fiable, effectivement. Donc là, je me dis un dimanche où je veux m'acheter de l'eau et je me rends compte que je peux pas sortir parce que je sais pas prendre le taxi. Non, c'est un vrai problème en fait. Ouais. Et quelques temps après, donc c'était 2016-2017, j'entends de plus en plus parler des cas d'enlèvement. Pas uniquement dans d'autres pays, c'est plutôt les expatriés qui se font enlever, mais là je me rends compte que c'est des gens, enfin des personnes qui vivent, travaillent ici. Exactement, des mamans qui vont marcher, enfin tout type de personnes quoi. Et c'est là que je me dis non, il faut vraiment que je trouve une solution. J'en parle à une de mes très proches amies, qui elle aussi a le même type de problématique et elle n'arrive pas à se déplacer à Kin. D'accord. Et donc là, on se dit bon ben on va trouver une solution et créer un moyen en fait de permettre à tout le monde de pouvoir auto-vérifier son taxi seul. Donc de ne pas attendre que l'autorité fasse tout de suite quelque chose pour nous, mais d'être capable nous-mêmes, grâce à un téléphone par exemple, de pouvoir auto-vérifier notre taxi. Pendant notre recherche, nos focus group avec des victimes d'enlèvement, des chauffeurs qui se retrouvaient à Makala parce qu'ils étaient incapables de justifier le fait que ce n'était pas eux qui avaient commis les enlèvements. Tous nos focus group, à un moment donné, pendant tous ces focus group, à un moment donné, j'ai une cousine qui se fait enlever. D'accord. Et donc là, en termes de détermination, je peux vous assurer que ça décuple la détermination. Et c'est comme ça que est né le projet Oja. Donc Oja, c'est les petits QR codes que vous voyez aujourd'hui. Attends, tu sais quoi, on va regarder ton spot, ce sera plus simple. Ouais, tu vas nous expliquer après. Ce sera mieux, ce sera mieux. Mais ye pas okende villa kotaka te mboka nyonso tokomaka baphotographe omikanka bafoto ata moto yebi te
Merde, dès le gars, c'est bon. Merde, pardon, hein. Mustapha, au cours de la monde, c'est là, il y a Willery. Ouais, on m'a dit la chauffeur. Mustapha, boyebani. Oh. Nakita. Oh, maman. Oh, ça va, la maman. Et le gouvernement. Oh. Merde, pourquoi il dit oh, j'ai fait? Oh, j'ai neni. Maman, vous en arrêtez, yo pe, hein? Ils ont application pour bailler biso, ils ont son biso, toi et banani azali ko kumba biso, on a plus de sécurité. Au moins de ce moment, nazo kanga photo. Nazo ko scanner étiquette c'est mutuka pour epesa sanga identité ya mutu. O azali ko kumba na mutuka. Hein? Zali expliquer. OK na Play Store. Ah, yango ozana ngo. Obeti oja. Yango ebimi. O télécharger. Au koti awa. Au fini, na bouton où ils allaient me penser pour permettre au scanner code barre où ils allaient afficher une étiquette. Il y a mon tout cas. Donc attends, on appelle les azabos sur na kangi et le chauffeur est dit. Oui, au moins les moutazo kumba. Au moins les mouni battu sur côte, anya côte na kata mutuka kangi photo. Mustapha. Anya côte na kata. Bangi simer, hein? Mustapha, ça te belle. Propriétaire des véhicules et usager du quotidien, Oja est la solution qu'il vous faut. Très très bon spot. Je pense que c'est bien expliqué. Dis-moi Ursula, toi quand tu as lancé ton application, comment les gens l'ont reçu? Est-ce qu'ils ont compris tout de suite? Alors, c'est un ovni, hein? Oui, c'est un véritable ovni et c'est un ovni parce que elle prend en compte différents acteurs. C'est-à-dire que pour mettre en place ce système, il fallait pouvoir placer des QR-codes sur les taxis. Et donc, il fallait s'adresser à l'autorité compétente, donc l'hôtel de ville. Et donc, aller parler aux autorités, déjà, il y a deux problématiques. Il y a la problématique générationnelle, qui fait que quand on arrive avec une application, déjà, il faut vraiment être assez pédagogue. Et ensuite, il y avait tous les autres acteurs, donc les propriétaires et les chauffeurs, avec qui il fallait énormément discuter. Donc pour ça, on est passé par le syndicat des chauffeurs et propriétaires de taxi, la SECO. D'accord. Pour vraiment réussir en fait à traduire notre pensée dans des termes accessibles à tous, tout simplement. Donc déjà, c'était la première chose, c'est de permettre à tout le monde en fait de comprendre l'intérêt d'Oja pour juste pouvoir mettre en place Oja. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui tu peux prendre le taxi en toute sécurité? Alors aujourd'hui, je peux prendre le taxi si il a un QR code déjà et que j'ai de la batterie sur mon téléphone pour scanner. Du coup, je peux me permettre d'aller dans la rue, de scanner mon taxi et de me dire ok, ben c'est le chauffeur, il s'appelle bien Mathieu, c'est le bon véhicule, c'est la bonne plaque d'immatriculation et je peux en fait cliquer en disant valider, je suis montée dedans, en sachant que la personne que j'ai signalée en personne à contacter en cas d'urgence sait que je suis montée en le taxi X. D'accord. Donc, du coup, je peux me permettre de prendre le taxi. Et les chauffeurs jouent le jeu alors? Eh ben, c'est assez marrant parce que les chauffeurs, au départ, ils étaient en mode ah, mais c'est quoi encore cette nouvelle taxe et ça. Et quand ils arrivent pour se faire identifier, ce qu'on fait, c'est qu'on leur montre. On prend notre téléphone, on scanne le QR code pour qu'ils voient. Et souvent, la réaction, c'est c'est assez marrant et en fait après ils deviennent ambassadeurs du produit. Donc c'est eux qui disent aux chauffeurs qui n'ont pas encore le QR code yo ça la faux. Du coup c'est assez marrant de voir comment le truc est retourné et tu vois que en fait tu as 15 000 ambassadeurs de Oja dans la ville. Super, et bravo. Merci Rodrigue. Merci. Alors, on va accueillir un jeune homme, là, tout de suite. Il s'appelle Jess Kilubukila. Je l'ai bien dit? Il faut que tu prennes ton micro, Jess. Jess est un entrepreneur. Il va nous expliquer tout de suite ce qu'il fait. Merci, Sandrine. Bonjour à tous. Donc, je suis Jess Kilubukila. C'était bien dit, Sandrine. Super. Donc, franco-congolais, donc un peu dans l'illégalité également, mais aussi un peu anglais. J'ai passé beaucoup de temps en Angleterre. Là, tu deviens complètement illégal. Et donc voilà, en Angleterre, j'ai développé mon profil en tant que créatif. En voulant meubler mon appartement, je me suis rendu compte que les options pour un Africain de la diaspora ou quelqu'un qui aime un peu une identité africaine, il n'y avait que du safari. Et les années 60, c'est fini et ça ne nous ressemble pas. Et je pense que ça ne vous ressemble pas aussi sur le plateau. Donc, j'ai commencé à faire du mobilier
en lui appliquant un tissu en wax. Et j'ai reboosté la chaise bistrot qui a pas mal marché. Et là, on m'a dit, ah, mais c'est cool ce que tu fais, il faudrait que tu lances un peu plus, il faudrait que tu bouges, c'est pas mal, ça nous ressemble. Je voulais faire du mobilier qui nous ressemble. Mais le wax étant ce qu'il est, même si je pense que c'est un tissu africain, il n'est pas produit en Afrique, malheureusement. Et étant congolais, je voulais vraiment travailler sur un tissu qui soit congolais pour qu'il y ait une valeur ajoutée, qu'il y ait une valorisation des savoir-faire. Donc, je suis arrivé à Kinshasa en 2019 en voulant créer mon atelier, en ouvrant l'atelier et en faisant un appel à des artisans qui puissent travailler le tissu Kuba. Donc très rapidement, on est arrivé à une collection qui marche bien. Et de là, on a exposé à la London Design Fair. On est également allé à Paris Maison et Objets. Et aujourd'hui, l'atelier, il est à Kinshasa et il fonctionne bien et on emploie une trentaine de artisans. Waouh. Du coup, Et donc, du coup, attends, juste avant qu'on en vienne aux 30 personnes. Donc, tu es à Londres, toi-même, tu te mets à construire, à faire tes propres, de tes mains. Ok. Toi, tu développes directement l'idée de ça, d'une passion, tu développes vraiment l'idée d'entreprendre quelque chose de plus gros. J'ai toujours eu l'idée d'entreprendre quelque chose au Congo. D'accord. Parce que ça fait beaucoup plus de sens. Moi, je voulais vraiment valoriser une culture et un savoir-faire et je savais que cette culture et ce savoir-faire, ils se perdaient. Malheureusement, au Congo, on est très, très mauvais pour valoriser la culture, pour valoriser les artisans, mais même pour valoriser la cuisine. Et je me suis dit, là, j'ai une opportunité, je peux connecter des marchés. Donc, je peux employer, embaucher, travailler avec des artisans sur place, mais qui n'ont aucune capacité à vendre leurs produits, qu'ils soient localement ou à l'étranger. Donc, je suis arrivé en tant que designer, on a collaboré. Le studio est très collaboratif, c'est-à-dire qu'on prend les décisions à plusieurs, on dessine à plusieurs. Bon, je suis en train d'apprendre à faire le tissu Kuba, mais je suis pas très bon. Ça viendra plus tard. Et je leur ai donné cette opportunité-là. Et quel profil, excuse-moi, quel profil ont les personnes avec qui tu travailles? Donc, les personnes avec qui je travaille sont à 95% féminins, parce que traditionnellement, c'est elles à qui on enseigne le tissage du Kuba. D'accord. Je travaille également avec un professeur de l'Académie des Beaux-Arts qui travaille un peu en tant qu'expert culturel, parce qu'il y avait un gros travail de médiation également. Moi, arrivant franco-congolais, anglais, si on veut, pas spécialement du Kasaï, donc c'est-à-dire que je ne parlais pas la même langue, j'ai un Lingala Yamabe Yamundele, donc il fallait un gros travail de transposition. Et donc il a pu permettre ça. Il a pu permettre aussi à moi également, un homme, de travailler et de gérer, si je peux le faire humblement, de gérer 30 femmes, qui n'est pas facile tous les jours. Ça se crêpe le chignon? Ça se crêpe le chignon, et puis j'en suis pas capable, tout simplement. Mais on arrive à un super produit aujourd'hui, et ce qui est super à voir, c'est qu'elles sont très contentes de voir comment leurs produits sont exposés à Tokyo, à Londres ou à New York. Waouh, c'est vrai que c'est fort. Et du coup, ces femmes-là, tu les as recrutées comment? Comment ça s'est passé? Tu les as trouvées où? Donc, je suis passé par ce professeur qui est un spécialiste de l'art Kuba à Kinshasa et dans sa région natale, le Kasaï. On a fait passer des tests pour savoir quelle était la qualité du tissage qu'elle faisait. D'accord. On a également fait passer on a également eu des réunions, à savoir quel est votre intérêt à joindre notre atelier. Pourquoi est-ce que vous voudrez travailler avec nous? Et dans l'ordre des premières préoccupations, c'était avoir un revenu du fruit de leur travail, parce qu'avant nous, finalement, elles n'exerçaient pas, elles n'avaient aucune opportunité de vendre leur travail. Mais également la valorisation de leur savoir culturel, c'est-à-dire la valorisation de leur identité en tant que femme Kuba. Et enfin, elles étaient très contentes qu'on puisse travailler en transparence et en équité. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui étaient déjà venues les voir et qui leur a dit « oui, on va construire quelque chose ensemble, on va faire quelque chose ». Elles achetaient 3 tapis et après elles repartaient, ces personnes. Ok, merci Jess, on va regarder tout de suite, on est parti te voir à ton atelier. Je crois que j'ai toujours eu l'idée de créer une entreprise en RDC. Après, comment est-ce que je suis passé de Londres à Kinshasa? Ça a été
tout à fait naturel. Donc à Londres, je travaille avec le wax, que je considère comme un tissu africain parce qu'il fait partie de notre culture africaine. Je pense qu'on se l'est approprié, hein. On le porte depuis des générations en générations. Mais très tôt, je voulais utiliser un tissu africain, avec un savoir-faire africain, pour que la valeur ajoutée, pour que toute la puissance créative et productrice, elle se fasse en Afrique. Donc naturellement, je suis allé vers la RDC, où j'ai rencontré un groupe de tisseuses de tissus cubains et voilà, il fallait pour moi installer l'atelier à Kinshasa pour pouvoir finalement créer une ligne qui soit 100% made in Africa, made in Congo. Finalement, il n'y a pas eu vraiment de surprise, en fait. Je savais que créer quelque chose au Congo, à Kinshasa, ça allait être extrêmement difficile. La surprise, ça a été l'intensité des problématiques, potentiellement. La première, c'est une problématique de logistique, où j'essaye de créer une chaîne de valeur qui implique les producteurs locaux. Donc, nous, nos produits sont faits à 95% de raffia. Donc, on fait venir le raffia du Kasaï oriental, ce qui est assez loin. Et par rapport à ça, il faut pouvoir acheminer le produit sur place. Et, la gestion d'un groupe d'artisans. J'ai jamais eu à gérer autant de personnes. Là, on a une trentaine de mamans aujourd'hui. Et finalement, c'est très difficile parce que quand on est chef d'entreprise, ici, on est aussi papa. Donc, ça veut dire qu'on doit s'occuper des problèmes personnels, on doit s'occuper des factures de pharmacie ou d'hôpitaux. Ça veut dire qu'on est là en soutien dans la famille quand il y a des deuils, etc., etc. Et c'est des choses que pour l'instant l'atelier est un peu jeune pour encaisser. Donc il fallait utiliser beaucoup d'intelligence émotionnelle et surtout être aidé d'une personne qui fasse tampon entre les mamans et moi pour qu'on puisse gérer tout ça. Ouais. Tout d'abord, d'un point de vue économique et industriel, le Congo étant ce qu'il est, je pense que dès qu'on crée une entreprise ici, dès qu'on crée de l'emploi qui bénéficie aux locaux, ou quand on embauche les locaux, on est une société qui valorise le Congo. Parce qu'ici, il y a des gros problèmes de l'emploi et c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici, je suis retourné au Congo. Deuxièmement, notre société, elle favorise ou elle travaille sur la culture. Donc oui, on valorise les savoir-faire et la culture congolaise. Il s'agit finalement de changer la narrative du Congo et de proposer un autre passeport d'exportation pour le Congo. La culture congolaise est extrêmement forte, que ce soit en musique, en artisanat, en art, en peinture, etc. Et ce qu'on essaie de faire, c'est que le Congo puisse être reconnu par rapport à ça, à défaut des headlines que le Congo fait dans les journaux et dans la presse internationale. Merci Jess de nous avoir reçus chez toi, c'était vraiment top. On va passer au jeune héritier. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Merci beaucoup, merci, je suis très content d'être là. En tout cas, vous êtes très bien habillé, en style simple, mais c'est magnifique en tout cas, et d'être à l'émission Bisoba Jeune, c'est top. Ah, ça fait plaisir, des gens qui reconnaissent que c'est une bonne émission ici. Vraiment, toujours. Alors, je suis héritier Honor Mouchid. Je suis entrepreneur, mais beaucoup plus aussi évoluant dans l'événementiel. Alors, en tout cas, moi, je peux dire que j'ai commencé cette aventure comme de la blague, mais constatant beaucoup de besoins, beaucoup plus dans la capitale où nous sommes. Avec le chiffre d'aujourd'hui actualisé, nous sommes à 17 millions d'habitants, 7 à Kinshasa. Imaginez-vous, chaque week-end, il y a des familles qui sont en fête. Alors, je me disais, OK, à Kinshasa, il y a plus ou moins 17 millions et chaque famille a des fêtes. Et on peut voir déjà la capitale, déjà elle bouge chaque fois dès qu'on est le week-end, ça bouge de partout. Et ça bouge fort. Ouais, exactement à Kinshasa. Et quand on voit Kinshasa, on s'est dit même quelqu'un qui quitte Paris, qui quitte Londres pour dire quand je suis à Kinshasa, en tout cas j'aime me régaler le week-end. Et entre autres parmi les fêtes, il y a le fête de mariage. Alors, j'ai beaucoup participé, j'étais là en tant qu'invité. J'étais comme de l'autre côté du public. Je ne faisais que participer en tant qu'invité dans des fêtes de mariage. Et ce qui me frustrait, c'est beaucoup plus le déroulement de comment est-ce que les cérémonies se faisaient. Bon, OK. Vu que moi, je suis beaucoup plus connecté sur Internet, alors la façon de voir l'extérieur, c'était du professionnalisme. Dans leur façon de faire les choses, le touche, même la façon d'organiser, vous vous dites, ça c'est vraiment, c'est une fête, quoi. On quitte chez nous pour venir vraiment se régaler, mais dans des contextes vraiment professionnels. Et malheureusement,
C'est ce que j'étais en train de remarquer qu'il n'y avait pas vraiment dans nos milieux normal quoi à Kinshasa. Alors je me suis dit, ok, j'étais en tant qu'invité dans des fêtes et là, pourquoi pas changer les choses? Pourquoi pas passer de l'autre côté? Au lieu d'être parmi les invités, parmi les participants, pourquoi pas être aussi acteur? Cette fois-là, pour donner une autre donne. Voilà pourquoi cette entreprise m'est venue comme ça. Empire H, une structure qui accompagne de gens, qui organisent des événements aux normes professionnelles, afin que les fêtes se passent vraiment dans des conditions qu'il faut. Et dans Empire H, je suis beaucoup plus généralement maître des cérémonies, mais aussi il y a des jeunes avec qui je travaille, des wedding planners, et il y a aussi des décorateurs à l'intérieur, il y a aussi des créateurs d'événements aux normes professionnelles, et c'est beaucoup plus dans ça que j'évolue. Et voilà, si j'ai pu me résumer un tout petit peu, c'est ça. Ça a commencé comme de la blague, mais on évolue à coup de pas et on évolue, c'est un peu ça que j'ai dans Dis-moi, quoi je suis. excuse-moi, est-ce que tu avais fait toi des études ici ou tu avais fait des études de quoi? Oui, je fais beaucoup plus les études dans la formation événementielle et beaucoup plus aussi dans l'art oratoire pour vraiment maîtriser mon public et dans ce que j'ai. En tout cas, tu maîtrises tout ton public ici. En tout cas, Voilà, franchement. en tout cas, donc ce sont des formations que j'ai fait online. En passant par Canada, il y a des liens et des structures vraiment formées pour ça. Et ça m'a pris pratiquement une année et quelques mois pour vraiment avoir la maîtrise, beaucoup plus en organisation d'événements et aussi en art oratoire, de la maîtrise de la parole devant les gens et même devant le public. C'est beaucoup plus dans ça. Et avec cette touche-là, j'essaye un tout petit peu donner quelque chose de meilleur partout où je passe. Pourquoi pas voir aussi les Quinois organiser des fêtes aux normes professionnelles où les DJ doivent respecter le timing. C'est pas parce que les invités viennent et tout, ils vous prennent comme il faut. Non. Il fallait un tout petit peu évoluer. Et là où il y a Empire H, il y a toujours quelque chose qui change. Carré quand t'es là. Voilà, exactement. Donc, on évolue. Et est-ce que tu as eu l'occasion de faire des gros événements? Ça fait combien de temps que tu existes? Oui, ça fait déjà 2 ans. D'accord. Déjà, je viens pratiquement, je salue déjà mon ami qui peut-être est en train de me suivre, Découvre-toi. Je sais pas si vous avez entendu dans la ville. Ça s'est passé à Showbuzz et j'étais parmi les organisateurs. Et je peux juste vous recommander sur la page, vous pouvez voir les touches qu'il y a là. Il y a aussi les marques d'Empire H qu'on a organisées et nous avons participé aussi à des conférences cinématographiques ici dans la ville. Bon, je n'aimerais pas citer peut-être les lieux ici à Kinshasa pour ne pas faire peut-être des publicités, mais on a réuni. On va te demander de payer. Ah, vraiment, exactement. Alors, donc, on a réuni plus ou moins 5000 jeunes dans le domaine cinématographique et il fallait vraiment beaucoup de touches, comment accueillir les gens, comment leur faire asseoir, quel contenu il faut donner, quel fond, parce que déplacer 5000 personnes chez eux, venir à un endroit pour soit suivre le film ou soit participer à une conférence, je pense qu'il faut beaucoup réfléchir, il faudra avoir une touche assez particulière pour vraiment alors occuper les gens avec précision. C'est beaucoup plus notre touche et l'événementiel, c'est ce qui me passionne et je suis dans ça. Et dis-moi, Héritier, quand tu vois ces deux jeunes franco-congolais, comme ils se le disent, exactement, qui ont monté leur structure ici, donc t'as 2 histoires différentes, t'as une 3e histoire différente. Qu'est-ce que toi t'en penses? En tout cas, moi je pense que c'est la complémentarité. Yango nezo sala qui Congolais la makasi, si ça se dit en lingala comme ça, c'est la complémentarité. Je félicite d'ailleurs, c'est beaucoup plus ça et je trouve que c'est quand même innovant. C'est ça en fait, parce que plus on évolue, plus le monde change, plus le monde évolue aussi. Et je pense que l'apport de tout un chacun, c'est vraiment parfait. Et je pense que dans plus ou moins 2045, on aura un Congo, Yamakasi, Kolekalisus, Makasi. Donc, c'est un peu ça, en tout cas. Vraiment. Merci, Héritier, d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On reviendra après vers toi. Est-ce que tu peux passer ton micro à Bob? Merci beaucoup. Ah, t'as un micro? On est tellement équipé ici. Salut, Bob. Salut, bonjour, Sandrine. Alors, Bob, encore une nuit difficile, apparemment. Je n'ai pas encore gagné ma maison depuis la dernière émission. Ah, il y a 2 semaines, hein. On ne rentre pas dans les détails. Aujourd'hui, on n'est pas sur les amours de Bob, mais on est dans tout ce qui est entrepreneur. D'accord. Bob, aujourd'hui, toi, tu es encore dans le milieu étudiant.
Est-ce D'accord. qu'au niveau des entrepreneurs, il y a quelque chose qui est fait au niveau des étudiants Je, en je termes de dirais, formation? je dirais que en termes de formation, les systèmes, non. Quand je dis les systèmes, c'est l'organisation même de l'université. Non, on ne retrouve pas de filière ou de formation sur l'entrepreneuriat. Et d'une part, je dirais oui, parce qu'aujourd'hui, certains professeurs et certains étudiants des classes terminales commencent à organiser des forums et des conférences sur l'entrepreneuriat pour réveiller justement le jeune de premier graduat, deuxième graduat à l'entrepreneuriat, tu vois. Ce qui n'explique, ce qui n'existait pas. Non, c'est qui n'existe pas. C'est quoi, la première année? Non, le terminal organise pour le campus, donc première, deuxième, troisième. Souvent, c'est les classes de deuxième Ce que licence. je voulais dire, c'était que c'est la première année que ça existe. Ouais, je veux dire Sur que le ça va faire une année que ça commence vraiment D'accord. à exister. Je m'en vais dire que le vent entrepreneurial commence quand même à souffler. Je crois que le jeune à l'université commence à se rendre compte que l'entrepreneuriat est l'une des portes de sortie de l'avenir de la jeunesse. Et ça, c'est très bien. Et ça, c'est très bien. Est-ce que le travail artisanal, le travail à la main est mis en valeur? Alors, je dirais non. C'est pas vraiment mis en valeur parce que, justement, c'est stéréotype depuis que, voilà, à l'université, il fallait forcément passer à l'université pour réussir sa vie, que, par exemple, le couturier était quelqu'un, je parle de ce qui s'est dit à la cité, Oui, hein, oui, surtout bien chez sûr. les parents, quelqu'un de moindre, le cordonnier peut-être était quelqu'un de moindre. Mais avec mon parcours à Bissoba Jeune et mon parcours entrepreneurial, j'ai compris que justement, on peut faire des grandes choses dans ces filières. J'ai connu des entrepreneurs, comme le monsieur qui fabriquait les chaussures congolais, JL Mokoto, si je me trompe Ouais. pas, qui faisait des très bonnes chaussures. On a vraiment eu le temps de toucher, et c'est cette Les personne chaussures comme aujourd'hui, en Italie. Hein, comme en Italie. Et aujourd'hui, il a vraiment connu un apogée énorme. Il vend partout, et je peux dire qu'il a gagné sa vie. Donc, c'est aussi important en même temps de dire aux gens qui nous suivent à la maison, même à ceux qui gèrent les systèmes, que il faut donner de l'importance, vraiment. Il faut changer des messages de communication parce qu'on peut aussi gagner la vie, on peut aussi aider son pays dans le style, par exemple, dans la création de vêtements, dans la cordonnerie. Ça m'a échappé. Quelqu'un m'aide. Pas moi, les Français. Voilà, on peut gagner. On peut aussi gagner sa vie dans tout ça. Donc, je m'en vais encore rejoindre l'émission qu'on a fait tantôt où on parlait de l'orientation. Il faut bien orienter les étudiants. L'université, c'est bien, mais il y a aussi des écoles des métiers, il y a aussi des écoles des formations. Il faut entreprendre et c'est important. Oui, c'est très important parce qu'il y a un manque. Aujourd'hui, on essaye de redévelopper en RDC les formations professionnelles. Oui. On évite d'envoyer tout le monde dans les universités. Enfin, c'est un plan sur 5-10 ans, j'imagine. Hein, parce que déjà, aujourd'hui, le niveau de l'université n'est plus bon. Ouais. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées par dépit, par défaut. Et donc, du coup, c'est proposer d'autres choses, d'autres types de formations et augmenter l'université comme augmenter le travail artisanal. Exactement. Ah, c'est moi qui me perds. Les Français, on dit quoi, artisanal. Artisanal. Excusez-moi, je suis fatiguée comme Bob, mais moi, j'étais chez moi. Je rentre ce soir. Donc Bob, aujourd'hui, l'idée, ce serait de développer tout ça en termes primaires, avant les universités. Hein. Exactement. Donc, du niveau de l'orientation de nouveaux étudiants qui viennent à l'université, c'est important de les éclairer parce qu'on a fait des constats simples, par exemple, parce que je crois qu'il est important d'étudier aussi selon les débouchés du pays ou selon le besoin de la population. Aujourd'hui, l'agronomie, comme vous allez à l'université, vous sentez que le taux des étudiants en agronomie, c'est faible. Il n'y a pas trop d'étudiants en agronomie, mais par contre, la demande dans la société, on a vraiment besoin de nourriture. Très important. Mais on a beaucoup d'étudiants en relations internationales. Les relations internationales, c'est bien bon, mais on ne sera pas tous ambassadeurs. Je pense que l'orientation, c'est très important. Et au-delà de l'orientation, aussi prôner sur l'entrepreneuriat. Je suis content pour cette évolution parce qu'eux, ils ont compris que les institutions publiques n'engagent pas depuis un certain moment. Je dirais même plus de 5 ans. Pas, ne paye pas. Ne paye pas et c'est très compliqué. Enfin, pardon, paye mal. On va pas se faire fusiller à la fin de l'émission. Et tous ces gens qui terminent n'ont pas d'emploi. Finalement, pendant un long moment, c'est des moments d'instabilité énormes. Et c'est bien qu'aujourd'hui, ils font comprendre, grâce à des forums, à tous ces étudiants que vous pouvez entreprendre. Parce que ce qu'on a aussi vu, c'est que plusieurs étudiants ont des projets formidables.
Mais le problème, c'est aussi l'orientation et c'est bien qui est ces coups de pouce. C'est important de dire aussi, il y a beaucoup de diaspora, de personnes diaspora qui reviennent faire de l'agriculture ici. Exactement. Alors que finalement, le projet, la terre est là. On devrait juste, la diaspora devrait venir se greffer à des projets qui sont déjà créés. Donc il faut pas sous-estimer certainement ce qui est déjà existant sur cette planète RDC, quinoise, congolaise. Alors, je vais vous demander à tous, est-ce que vous pensiez être un jour entrepreneur héritier? Bon. Est-ce que c'était une vocation? Toi, tu savais que tu voulais être ton propre patron? En tout cas, ce qui est vrai, de bas âge, non, pas du tout. Pas du tout. Mais ce qui est vrai, apparemment, je commence à me rendre compte que c'est un appel. C'est un appel. C'est un appel, pourquoi? Parce que, comme Monsieur Bob venait de le dire tantôt là, ouais, Bob, ça passe en tout cas. Alors, Monsieur à ses heures perdues. En tout cas, alors comme Bob venait de le dire, vous savez, la capitale, ne prenons pas seulement Kinshasa, mais la RDC tout entière, pratiquement c'est comme un temple et a besoin de beaucoup de serviteurs pour servir le public, le peuple. Et les entrepreneurs sont vraiment la réponse à cette question-là. Et comme on venait de le dire tantôt là, les institutions ou même les institutions publiques de l'État n'embauchent plus. Et les gens pensaient qu'il fallait passer par là pour vraiment se libérer, pour être, voilà, et tout, une réponse pour la République. Non, au contraire, avec l'atout qu'on a, je pense que chacun, avec sa capacité et sa particularité, vraiment, doit penser que, voilà, au-delà de l'appel, c'est une grande opportunité pour vraiment toucher et répondre aux besoins qu'il y a pour la République. Donc, en autre terme, c'est un appel, mais un appel vraiment très prestigieux, quoi. Pour dire, voilà. Dis-moi, Ursula, toi, qu'est-ce que tu as eu comme difficulté en tant que... Ou qu'est-ce que tu as encore, hein, c'est pas fini, hein, comme difficulté en tant qu'entrepreneur, en tant que femme entrepreneur, au début, maintenant, Alors, quand tu allais à l'hôtel de ville? exemple, non, mais plus sérieusement, au début, en tant que femme entrepreneur, en fait, c'était ma propre barrière. Moi-même, je me mettais des barrières, en fait. Je me posais beaucoup de questions et j'ai vraiment fait un travail pour ne pas, en fait, attendre qu'on me donne l'approbation. D'accord. Et juste aller prendre, j'ai une idée, j'ai envie de créer de l'emploi, ben j'y vais, en fait. Je dois faire quoi? Je dois aller voir une autorité? Ça, c'était ma plus grande peur. Aller voir une autorité au Congo. T'avais peur qu'il se passe quoi? En fait, alors, par où commencer? Non, mais j'avais peur, en fait, parce qu'il y a beaucoup de connotations autour des autorités congolaises, beaucoup de connotations négatives. Et finalement, je ne sais pas si c'est l'aspect appel, comme disait Héritier, mais ben, mon chemin, il était presque sans embûche, presque. C'est-à-dire qu'en fait, je m'étais fait un sang d'encre, tout un scénario négatif sur mes premiers rendez-vous avec des autorités. Ouais. Et à chaque fois que je me retrouvais dans un rendez-vous ou que je me retrouvais à parler avec un conseiller, avec un ministre provincial, un gouverneur ou autre, finalement, dès que je parlais de mon projet, déjà, bon, au départ, ils me regardaient en mode, mais c'est qui cette gamine-là de 17 ans qui nous parlait de son application? Et il devait rien comprendre. Hein. Il devait rien comprendre. Mais attends, je comprends pas. Elle parle français. Elle sort d'où? Et une fois que j'expliquais, que je leur faisais la petite démo pour montrer comment ça fonctionnait et l'intérêt pour eux, tout de suite, je devenais un incontournable. Je suis tellement devenue un incontournable qu'à un moment donné, je me suis retrouvée à présenter mon projet devant le président de la République. Par contre, ça, pour le coup, je me suis jamais imaginée en arriver là, mais ça s'est fait. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, le message que je voudrais passer pour toute jeune femme qui souhaite entreprendre ou qui entreprend déjà, c'est premièrement faire tomber nos propres barrières. Les barrières que la société nous impose, les barrières qu'on s'impose nous-mêmes, et y aller. Et en fait, finalement, ça se fait étape par étape, step by step. Donc à chaque fois, il y a un truc qui, ça j'ai réussi à le faire, ça veut dire que je peux aller plus haut. Et en fait, c'est un peu en escalier. Et t'as jamais eu des problèmes? Bon, je te parle en connaissance de cause. Bien Moi, sûr, j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes d'autorité. Enfin,
c'est pas que moi je voulais appliquer une autorité particulière, mais Te bon, faire un peu respecter. ouais, me faire respecter. Voilà. Euh, C'est compliqué en tant que femme souvent de se faire respecter, surtout qu'après il y a une mentalité Exact. qui est un peu différente. Mais moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec des corps de métier, tu vois. On est entouré un boulot où tu es une femme où tu es entouré d'hommes. Vraiment. Ce qui est dans l'audiovisuel, dans tout ce qui est graphisme, digital, c'est beaucoup d'hommes. Ouais, exact. Et du coup, c'est difficile de. Moi, je suis pas du genre à crier, mais je suis du genre à faire la morale. Parce que je dois faire la morale. Genre, t'expliquer longtemps que voilà, ça va pas. Et du coup, c'était difficile parce que je me disais, mais je suis face à des gens qui ne veulent pas entendre qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. Et nous, c'est vraiment trouver une manière. Enfin, il y a vraiment, j'ai vraiment vécu des agressions même physiques à un moment où du coup j'ai eu du mal à gérer la situation. Je me disais, et Bob était témoin, hein, il était là, on n'a vraiment rien compris, quoi. Vraiment une personne qui n'accepte pas la règle d'une société, hein, d'arriver à l'heure. Si tu n'arrives pas à l'heure, bah moi je suis pas flic, mais tu bloques tout le monde dans le travail. En fait, moi c'est pas une question. Moi, si on n'arrive pas à l'heure, c'est juste on bloque des étapes de production, de travail, et ça c'est très difficile. Et si j'avais été un homme, je le savais. Et même il y a eu des choses où des gens viennent me raconter toutes leurs histoires de vie, quoi, parce que mais je sais que si j'étais un homme, on viendrait pas me raconter, genre j'étais en train de déménager. Non, parce qu'en fait, je peux pas faire ça parce que je suis en train de déménager. Ah, ok. Ah, bah pardon alors. Bah ne le fais pas alors, t'es en train de déménager. Et du coup, c'est vraiment des choses toi, t'as pas vécu des... J'ai vécu, la chose que j'ai vraiment vécue, et effectivement, j'allais dire, la solution, c'est la patience. Donc, j'ai commencé par le positif, forcément, hein, parce que, voilà. Mais oui, effectivement, j'ai vécu des situations assez particulière en tant que femme. Le plus dur, je pense que c'est le fait de devoir toujours rester dans vraiment veiller à ne pas passer certaines barrières. C'est-à-dire que j'ai très vite compris ici au Congo qu'on respectait la femme quand on la voyait comme une maman. Ou comme comme une maman, clairement. Donc tout de suite, j'ai essayé de me positionner en mode maman. D'accord. Même quand je faisais des focus group avec les chauffeurs, parce que les chauffeurs de taxi, c'est pas des... Ils sont pas méchants, mais voilà, ils ont un certain tempérament. Du coup, quand on faisait... En plus, mon associé aussi, c'est une femme, donc on est vraiment un bon groupe de femmes, quoi. Quand on se présentait, on se positionnait toujours comme des mamans, comme celles qui viennent apporter la solution. D'accord. Tu vois, donc pour qu'il y ait une sorte de relation de... elles nous ont apporté une solution, donc on va pas les saouler. Elles nous apportent la solution. Et en fait, on a eu cette démarche avec tout le monde. Il y a des moments où on s'est rendu compte que si on n'avait pas eu cette attitude de maman, ben, très vite, on aurait pu se retrouver dans des situations où... tout déborde. Tout déborde, où il y a des avances un peu déplacées, ce genre de choses aussi. Mais du coup, comme on a toujours eu cette approche de maman, on n'a pas été confronté à ce type de... Et puis, il faut aussi éviter certaines choses. Et c'est dommage, mais c'est une réalité en tant que femme. C'est que si j'étais un homme, je pense qu'il y a des discussions que j'aurais pu avoir plus facilement. C'est-à-dire parler d'argent. Ou à parler d'argent, ou parler, voir quelqu'un après les heures de bureau. Tu vois, moi, par exemple, ma règle, c'est que je ne vois personne après les heures de bureau. Je ne vois personne, limite, en dehors de son bureau, par exemple. Donc, du coup, c'est aussi des problématiques de femmes, mais on trouve des solutions. Donc, en fait, c'est soit je me plains et je m'arrête, soit je trouve des solutions. En fait, c'est marrant parce que finalement, c'est des problématiques de femmes qui sont créées par des hommes à la base. Parce que si tout le monde respectait son cadre de boulot et qu'on n'emmenait pas des investisseurs boire des verres ou des choses comme ça, il n'y aurait pas de problème. Exactement. Ok. Merci Ursula. Jess, toi, tu es dans le sens contraire. Alors toi, tu es à la tête de nombreuses femmes. Et toi, comment tu gères du coup de ce côté-là? Quels sont tes obstacles à toi? Qui ne soient pas forcément genrés d'ailleurs. Mes obstacles ne sont pas genrés, je pense. J'ai eu un obstacle. Le premier, ça a été passé du secteur informel au secteur formel. Donc finalement, avoir des mamans qui travaillaient chez elles et qui faisaient leurs tissus et qui nous les ramenaient une fois par mois, à comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un atelier qui soit structuré, avec une entité juridique.
Du coup, on a choisi l'ONG. Donc ça a été une première étape. Mais la vraie grosse étape, c'est quand les choses ont commencé à être sérieuses, quand on a eu des grosses commandes. Et là, c'est des questions de logistique, c'est des questions de transport, c'est des questions d'approvisionnement. Et gérer tout ça en RDC, c'est très compliqué. On vient de conclure une commande de plus de 1000 coussins là, pour une chaîne de magasins en France. Et ça a été très, très difficile. Ça a été très, très difficile. Et j'ai perdu du poids, j'ai failli en pleurer, et je me suis énervé avec T'as les pas mamans. failli, tu as pleuré. Voilà. Là, c'est le côté congolais qui se censurait. Hein. J'ai un peu pleuré, mais on a réussi au final. Et donc, il fallait faire des étapes de formation avec les mamans d'abord. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un produit qui soit exactement le même à chaque fois? Parce qu'il faut répondre aux exigences d'un marché mondial qui demande un produit qui soit nickel à chaque fois, la teinture qu'elle soit la même partout, que le coussin soit carré et qu'il soit exactement de bonne dimension. Donc pour ça, on a fait des formations. Il a fallu également recréer toute la chaîne de production parce que on achète la matière première, le raffia, dans le Kasaï. Sauf qu'ils avaient arrêté de produire parce qu'ils ne pouvaient plus vendre leurs marchandises. Donc, il a fallu avoir quelqu'un qui parte là-bas et qui leur recrée un peu ces partenariats pour leur dire, il y a une opportunité pour vous de produire, pour des villages finalement de renaître et de nous acheminer ensuite cette marchandise. Là, c'est une troisième une troisième étape très, très difficile. C'est-à-dire qu'on passe une commande, on nous dit oui, ça va arriver dans 2 semaines, 3 semaines. Bon, on est au Congo, je me dis que ça va arriver dans 1 mois. Sauf qu'au final, 3 mois plus tard, c'était toujours pas arrivé. Et donc, moi, je suis au milieu, je suis en train d'essayer de rassurer le client en lui disant oui, on a pris un peu de retard, vous inquiétez pas, c'est Covid. C'était une super réponse pour tout. Mais derrière, j'arrivais pas à tracer la marchandise, c'était extrêmement compliqué. Donc, on est parti physiquement en Jeep et on a fait la route et on a essayé de trouver tous les produits. Donc, c'est très, très compliqué. C'est des choses auxquelles je m'attendais pas. Et en fait, c'était presque plus facile de gérer l'atelier à partir de Londres que de le gérer à partir d'ici, parce qu'ici, on est sur le terrain. Et du coup, quand on est sur le terrain, il y a des choses que les gens se permettent quand on deal avec moi, avec mon lingala, quand on deal avec le diaspora. C'était très compliqué. Mais aujourd'hui, on s'en est sorti. Ça a été une grosse réussite, une très grosse étape. Et de toute façon, j'ai toujours voulu que l'atelier se développe par le produit. C'est-à-dire, nous faisons des ventes et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et j'ai dit à mes partenaires, à toutes ces mamans, que ça a marché. Et là, du coup, on passe à une étape suivante et on va bientôt arriver à une industrie du textile. Je suis très content. Super, Jess. Je suis désolée, on arrive déjà à la fin de cette émission. Ça va super vite, je le sais. On a vraiment, on a vraiment tellement de choses à raconter et tellement envie de partager. C'est super important. Merci à tous d'être venus. Je vais laisser le dernier mot de la fin à Ursula. Tu peux faire un conseil aux jeunes qui nous regardent et partager. Je pense que les dernières paroles de Jess étaient très bienveillantes et je crois qu'on doit donner des messages de... Je suis assez, non, je suis assez d'accord avec toi. Le message que je peux donner à tous les jeunes qui nous regardent, filles ou garçons, c'est oser. C'est vraiment ça, c'est oser faire des choses, oser proposer des choses, oser rencontrer des gens. Notre première barrière, c'est nous-mêmes. Alors, je sais qu'on est en RDC, qu'il y a beaucoup de difficultés et vous avez énormément de mérite, beaucoup plus de mérite que moi ou Jess, qui avons... nous, on a été exposés à des environnements assez lisses. On n'a pas les challenges que vous avez, donc c'est d'autant plus... Mais je pense que votre créativité à vous, elle est décuplée, parce que justement, vous grandissez dans un environnement où il y a énormément de challenges. Donc, vous avez d'autant plus la capacité d'oser, tout simplement. Donc voilà, je terminerai sur ça. Merci Ursula, merci beaucoup. On va conclure l'émission. Je vais juste te dire que, évidemment, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je remercie à tous d'être venus. Merci mon ami Riquet, mon ami Jess, mon petit Bobby, la demoiselle qui était notre public aujourd'hui. Je vous remercie fort et je vous dis à tous. Ah, bien sûr, je remercie celui-là, excuse-moi.